C'était hier la 6e édition de l'enquête PISA dévoilée pour les élèves de 15 ans, testés notamment sur les sciences dans 72 pays de l'OCDE. On en parle et on revient notamment sur les résultats avec à nos côtés Nathalie Mons, présidente du Conseil national d'évaluation du système scolaire. Également avec nous Sylvie Bonnet, présidente de l'Union des professeurs de classes préparatoires scientifiques. Marie-Estelle Pech, journaliste éducation au Figaro. Et Jean-Rémy Girard, vice-président du syndicat national des lycées et collèges. On le disait, la France stagne par rapport à sa 26e place il y a 3 ans déjà, en 2012. Elle stagne et c'est déjà en soi une bonne nouvelle puisque la plupart des autres pays, on l'a vu, voyaient leur performance diminuer dans ce classement. Le fait que la France conserve le niveau atteint en sciences depuis 2010, c'est déjà en soi un cas à part et c'est une bonne nouvelle, Marie-Estelle Pech. Non, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle parce qu'en fait, elle avait décroché lors du classement précédent. Ça avait été un psychodrame quand même il y a 3 ans, il faut s'en souvenir. Alors certes, on reste stable, mais à un niveau qui est assez médiocre. Il faut se souvenir aussi que nous sommes quand même la 6e puissance mondiale. On peut aussi, donc 26e, c'est pas franchement glorieux pour la France. Oui. Et ce qu'on attendait il y a 3 ans, c'était qu'on remonte, c'était pas qu'on stagne. C'était l'idée qu'on avait retenue en tout cas. Alors même si le classement à Sylvie Bonnet reflète évidemment pas du tout celui des principales puissances, enfin, on n'est pas du tout dans le G8, c'est pas l'ordre des grandes puissances internationales. On le disait d'ailleurs dans la première partie. Souvent, ce sont des pays de taille assez faible. Finalement, si on prend exemple si on regarde Singapour, Hong Kong notamment, qui réalisent de très bonnes performances, l'Estonie également. Dans le cas de la France, il y a quand même une donnée particulière. Le score, il cache de très fortes disparités, un système très inégalitaire avec une élite qui se porte plutôt bien. En gros, on a 29% de bons et 8% de très bons, mais aussi 22% d'élèves en situation d'échec. C'est préoccupant, ça ? Ah bah oui, c'est très très préoccupant à plein de points de vue. Mais dans un pays où l'école, dans un système où l'école n'apporte pas les réponses et ne fournit pas les connaissances nécessaires aux élèves, aux écoliers pour faire face à la suite du cursus, où les élèves et les écoliers en question vont-ils chercher les ressources dans leur environnement proche. Et donc, forcément, les enfants qui sont dans des familles elles-mêmes averties, elles-mêmes avec un niveau culturel plus élevé, ces enfants-là vont trouver plus de réponses dans leur environnement proche et ces enfants-là s'en sortiront mieux dans le système scolaire. Enfin, c'est dramatique, mais c'est un constat. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on fait ce constat. Et on attendait, comme dit Mme Pech, on attendait qu'il y ait une réaction là-dessus. Elle n'est pas venue. On va revenir dans un instant sur le déterminisme social. Mais un mot peut-être, Nathalie Mons. Près d'un élève sur 2 en France arrive en fin de CM2 sans maîtriser les attendus en mathématiques. C'est dû à quoi ? Oui, c'est extrêmement grave. Et quand on a vu l'enquête TIMSS en CM1, on se rend compte aussi que finalement la France est tout en bas de l'OCDE. Donc le Conseil a vraiment attiré l'attention sur les mathématiques en disant attention, là il commence à se passer quelque chose dans ce domaine. Ces éléments des enquêtes internationales corroborent des éléments que l'on voyait déjà dans les enquêtes nationales. Mais je dirais que là, ce qui est criant, c'est vraiment le positionnement tout en bas de l'échelle de l'OCDE en mathématiques. Mais vous parliez des scores moyens. C'est vrai que dans PISA, on a des scores moyens. Mais au-delà de ces moyennes, on a les élèves en difficulté, et vous l'annonciez. Ce qui est aussi extrêmement grave, c'est finalement des inégalités sociales à l'école qui sont à un niveau très élevé, à un niveau tellement élevé qu'aujourd'hui, la France est devenue, alors là, pour le coup, numéro 1 en termes d'inégalité sociale de l'ensemble des pays de l'OCDE. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé là ? C'est que pendant que la situation se dégradait en France, les autres pays, depuis 15 ans, ils ont réussi à inverser la tendance et à mener des politiques réellement efficaces en termes de lutte contre les inégalités sociales à l'école. C'est ça qui fait qu'on est dans une position tout à fait singulière, malheureusement. L'éducation, y compris dans des économies dites libérales aujourd'hui, contrairement aux idées reçues, ça peut être un vecteur d'égalité, non pas de creusement des inégalités, c'est ce que vous dites ? En termes de cohésion sociale, beaucoup de pays se sont vraiment interrogés depuis une quinzaine d'années. Lorsque l'Allemagne, en 2000, voit arriver PISA, il y a un
vrai choc dans la société, parce que bon, les résultats sont très moyens, mais aussi parce que c'était un pays qui alors était marqué par un très fort déterminisme social, ce que les Allemands ne voulaient pas voir et qu'ils ont vu à travers PISA. Et à partir de là, on a eu une très forte mobilisation pour lutter contre ces inégalités, en allongeant la durée des cours, en augmentant la formation des enseignants, en développant l'équivalent de maternelle, de façon justement à lutter contre les inégalités sociales. Donc on voit bien que les autres ont fait des progrès, conscients que lorsqu'on a des inégalités à travers l'école dans un pays, c'est finalement tout le pays qu'on menace. Oui. Parce que l'école est très fortement en lien aussi avec la cohésion sociale dans un pays. Jean-Rémy Girard, les élèves issus de milieux défavorisés ont 4 fois plus de chances d'être en difficulté en sciences que les autres. Ils représentent 40%, enfin ils sont à 40% en difficulté lorsqu'ils sont issus de milieux défavorisés. La France n'a pas encore trouvé la solution. Ah ben clairement pas. Effectivement, j'allais dire on le sait. On connaît pourtant les réponses. Alors, est-ce qu'on connaît les réponses ? On peut essayer d'en donner. Nous, on en donne dans notre ouvrage Permettre à tous de réussir pour essayer de modifier le système du primaire jusqu'au supérieur. Ça nous paraît important d'agir sur tous les niveaux d'enseignement, si possible en même temps. Mais je crois qu'on a un problème véritable de maîtrise de ce qu'à un moment, il va bien falloir appeler les fondamentaux. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec des élèves qui arrivent en 6e, qui effectivement ne savent pas correctement lire, écrire et compter, et ça... Nos enquêtes nationales le prouvent depuis très longtemps. On a des enquêtes du ministère qui nous montrent la baisse dramatique en fin de CM2 du niveau de lecture, écriture et calcul entre 87 et 2007. Je veux dire, on ne le découvre pas avec PISA, ça, on le sait déjà. Et on continue à dire non mais c'est formidable, on va mettre d'autres choses en primaire, on va faire de l'anglais au CP, ça va être génial, avec des profs qui ne savent pas parler anglais. On va faire des tas de trucs. Oui, on est trop ambitieux. Mais c'est pas qu'on est trop ambitieux, c'est qu'on fait n'importe quoi. Parce que les classes bilingues, par exemple, beaucoup de gens ont trouvé que c'était effectivement abusif d'en supprimer la possibilité pour un certain nombre d'élèves. Ah oui, mais ça c'est au collège, les classes bilingues, effectivement, ça marchait plutôt pas mal. À la place, là, on fait de la langue vivante 2 dès la 5e pour tout le monde, avec, une fois encore, des élèves qui ne maîtrisent pas leur langue et qui ne maîtrisent pas non plus leur LV1, souvent. Et à un moment, il va quand même falloir se dire... qu'au primaire, il va falloir que les élèves sortent en sachant lire, écrire et compter, et que tout ce qu'il y a autour, il y a des tas de choses intéressantes, il y a des choses qui servent à apprendre à lire, écrire et compter. Il ne faut pas juste faire du français, des maths et c'est fini. On est bien d'accord, mais il va falloir mettre le paquet là-dessus. Ça passe par une formation des professeurs des écoles, et j'allais même dire par un recrutement des professeurs des écoles qui soit très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Nous, on propose qu'on ouvre des licences pluridisciplinaires dans les universités destinées aux professeurs des écoles. Que les professeurs des écoles ne sortent pas d'une licence de sociologie, de lettres, de psycho, de ce qu'on veut, et d'un seul coup, hop, vous allez enseigner les maths, regardez, on vous a fait une petite formation là en 30 heures, 60 heures, c'est bon, vous êtes capables. Non, ils n'en sont pas capables. Et ils sont les premiers démunis et dépourvus de solutions, et leur institution ne leur en propose pas. Najat Vallaud-Belkacem, en tout cas, est invitée hier à commenter les résultats du classement PISA pour la France. C'est une première pour une ministre de l'Éducation nationale. Écoutez. Ces résultats doivent être accueillis avec gravité, puisque les performances des élèves français de 15 ans sont moyennes et le poids du déterminisme social est inacceptable. La France est le pays de la reproduction sociale, dans lequel une bonne part du destin scolaire est liée à l'origine sociale. Marie-Estelle Pech, ces résultats pour la France, effectivement, pas très bons dans ce classement PISA, ils coïncident avec la mise en œuvre de la réforme des programmes entrée en vigueur du CP jusqu'à la 3e, à la rentrée 2016. C'est plutôt un bon signe d'une certaine manière pour le gouvernement d'avoir été appelé à commenter ces résultats, et on le voit, les commentaires de l'OCDE sont plutôt favorables aux politiques mises en œuvre. Oui, sauf qu'on ne sait pas du tout quels seront les résultats de cette politique qui vient d'être mise en œuvre, puisque là on s'est penché sur des élèves de 15 ans donc, qui sont entrés finalement en école primaire en l'an 2000, je pense. Donc on ne juge pas les résultats d'une politique au bout d'un an. Il va falloir attendre 15 ans, 10 ans pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est peut-être un peu tôt. Maintenant, on peut revenir par contre sur l'histoire sur la question des programmes. Juste un mot, oui, parce que l'expert français de l'OCDE sur les questions de l'éducation, Eric Charbonnier, estime qu'il y a une prise de conscience du gouvernement qu'il faut agir sur les inégalités, qu'on peut associer la qualité et l'équité sociale. Il enjoint d'ailleurs les pouvoirs publics à poursuivre dans cette voie. Ça, c'est un message en cas d'alternance. Je pense que c'est probablement un message destiné par exemple aux candidats de droite qui a déjà annoncé qu'il allait couper assez fortement chez les fonctionnaires, qu'il allait supprimer des postes chez les fonctionnaires. Je suppose que c'est de ça dont il s'agit.
Maintenant, on verra. On ne sait pas encore on est en pleine campagne présidentielle. On ne sait pas encore exactement quelle va être la proportion d'enseignants qui pourrait être supprimée. On ne sait pas exactement. Il y a une question de budget, néanmoins. Sylvie Bonnet, pendant très longtemps, la France a mis beaucoup d'argent sur le collège, moins sur le primaire. Est-ce qu'aujourd'hui... Sur le lycée, pas sur le Sur les lycées, pardon. Sur les lycées, l'enseignement, effectivement, lycée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un effet de rattrapage, puisqu'on le voit, davantage d'argent dans le primaire? Je sais pas, enfin... Tu peux... Oui, en fait, on se concentre... Effectivement, on ne cesse de dire qu'il pourrait y avoir encore des économies à faire au niveau du lycée, mais ça, c'est à cause des options, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup d'options au lycée, avec des petits groupes d'élèves, dans des langues rares, etc. Donc chaque fois que l'OCDE, les pouvoirs publics se penchent sur les potentielles économies encore possibles, ce serait plutôt au lycée. Mais c'est vrai qu'on considère qu'on ne met pas suffisamment d'argent au primaire. Il n'y a pas que les options, il y a aussi, à mon avis, à un moment, la volonté de faire en sorte que les lycées professionnels, qui coûtent plus cher, se retrouvent plus gérés par l'éducation nationale. Ça fait partie aussi des messages qui sont envoyés en disant vous dépensez trop sur le lycée. Ça veut dire c'est quoi ce truc, ce lycée professionnel, qu'est-ce que vous avez là en France? Ça coûte de l'argent, ça, attention, vous avez des machines et tout, c'est incroyable, mettez tout le monde en apprentissage, vous verrez, c'est formidable. Ça, c'est un point très important, l'investissement dans le primaire. Et c'est vrai que la France, avant 2012, était vraiment marquée par un coût par élève extrêmement bas par rapport aux autres pays de l'OCDE, et en particulier aux pays qui ont de très faibles inégalités sociales à l'école. On sait finalement que ce sont dans les premières années qu'il faut investir, puisque dès lors que, justement, on perd l'apprentissage dans les fondamentaux, et les carrières scolaires se délitent. Donc vraiment, c'est un point qui est extrêmement important. Il y a eu des postes qui ont été remis dans ce domaine. Ça, c'est un point. Si on met le paquet d'une certaine manière sur le collège sur le primaire et le collège, est-ce qu'on ne risque pas à un moment ou à un autre d'augmenter aussi les frais de scolarité, alors à l'université, peut-être même de créer des sections, pourquoi pas payantes, ou de paupériser en tout cas le lycée? Est-ce que c'est pas ce vers quoi on risque de s'orienter à terme? À vrai dire, le volume investi, c'est une chose, mais il faut regarder le côté qualitatif. Parce que c'est pas tout de mettre des heures, il faut mettre des heures de quoi? Par exemple, on a beaucoup d'heures de cours, par exemple, en France. On ne peut pas dire que les élèves de primaire manquent d'heures de cours. Que ce soit en mathématiques, en français, on n'est pas en dessous. Mais on a l'un des plus mauvais climats de discipline. Voilà, alors, fait qu'en fait, nos heures de cours ne sont pas très rentables. Parce qu'il faut essayer de gérer tous ces élèves que beaucoup de collègues n'arrivent pas à gérer. Parce que c'est très très compliqué. Pourquoi les Français ils sont plus difficiles, les Français au primaire ou au collège, voire au lycée, ils sont plus difficiles d'une certaine manière à garder au calme dans une classe que dans les autres pays? En tout cas, les études de l'OCDE, encore une fois, me semble-t-il, de mémoire, on est dans la moyenne, on est dans la moyenne, mais avec des grandes disparités, c'est-à-dire que on va avoir beaucoup de problèmes de discipline, ça apparaît, ou d'absence, ou de retard, dans les élèves qui, par exemple, à 15 ans, sont orientés dans l'enseignement professionnel, par exemple. Donc, on voit bien que dans les contextes qui sont finalement difficiles, que ce soit des filières considérées comme de relégation, ou alors des écoles aussi qui accueillent énormément d'élèves en difficulté, on a un climat qui n'est pas satisfaisant. Et c'est d'ailleurs le problème, notamment de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire que, comme on n'a pas eu dans ce pays une politique de mixité, on a laissé ensemble, finalement, des élèves qui sont en grande difficulté scolaire, et bien évidemment, le travail des enseignants est beaucoup moins efficace puisqu'ils sont confrontés à des classes qui sont difficiles, donc avec des temps tout à fait plus limités. Ils perdent jusqu'à un quart d'heure pour chacun des cours. Donc un quart d'heure plus un quart d'heure plus un quart d'heure, etc. Par rapport à des classes ordinaires, on voit bien que l'efficacité est limitée. Ça crée aussi des mauvais comportements entre les élèves. Donc on voit bien que ce pays, pour l'instant, n'a pas encore développé une politique de mixité, comme c'est le cas depuis 20 ans aux États-Unis, depuis 10 ans dans tout un ensemble de pays européens. Et on pourrait poser la question des établissements privés sous contrat. Parce qu'on a quand même organisé la ségrégation sociale dans le système scolaire français. À un moment, si on ne veut pas que son enfant... En permettant le libre choix? Mais si on ne veut pas et en permettant aux parents de déroger à la carte scolaire. Bien sûr, évidemment. Et alors, on sait très bien quel type de parents, dans les grandes agglomérations, je parle essentiellement là, va déroger
à la carte scolaire. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les établissements privés sous contrat, et nous on syndique leur personnel parce qu'ils ont besoin d'être défendus comme les autres, mais les établissements privés sous contrat, je peux vous dire qu'ils peuvent faire une sacrée sélection. Hein, Oui. aujourd'hui, pour savoir qui va Est-ce qu'ils ne rentrer prospèrent pas sur les faiblesses du public? Si, Bah bien oui, sûr. bien sûr. Mais c'est- Évidemment, puis c'est sauf pas que si- en fait, ça c'est- continue de faire Et puis perdurer les faiblesses c'est pas du si public. simple parce que l'enseignement public, il a aussi ses problèmes intrinsèques. Et puis l'enseignement, pour parler de l'enseignement catholique, puisque c'est essentiellement l'enseignement catholique qui est privé, ils ont par exemple une capacité plus importante que l'enseignement public à limiter, à remplacer les professeurs absents. On a moins de problèmes d'absence dans le Un des privé. motifs d'ailleurs pour les parents, c'est de lutter, C'est un motif important. l'absentéisme. Hein, là. C'est un motif important, parce qu'ils ont un système interne, administratif, etc., de remplacement qui est beaucoup plus efficient. Et puis si un élève pose vraiment des problèmes, ils peuvent l'éjecter. Oui. Alors que nous, on se les fait tourner dans les établissements publics. Alors c'est peut-être pas non plus, c'est peut-être un peu parfois Oui. caricatural. parce Ah, que mais c'est vous ce qui avez- se passe. Mais non, mais pas caricatural, c'est exactement non, mais ce qui se passe. c'est vrai dans les établissements de centre-ville, par exemple à Paris, Oui. mais les Cela dit, les établissements privés établissements- sont très élitistes Oui. à Paris, mais Oui. les établissements publics aussi. Les Il faut quand même établissements pas dire- publics, on peut pas oui, dire le ils contraire. contournent aussi la carte scolaire avec les options, la possibilité Non, c'est pour les plus, élèves. c'est plus le cas aujourd'hui. C'est vraiment quasiment plus le cas. Aujourd'hui, on a encore beaucoup avez de problèmes encore de des histoires ségrégation d'options. dans le public. Dans le public, Mais on c'est en a vrai un que qui centre-ville, reflète, le en fait, privé- qui reflète beaucoup des ségrégations de politique de la ville, Ah, de pas choses comme seulement, ça. pas seulement. grande Non, mais quand partie. vous À allez- Paris, quand- vous avez des Mais il y a pas établissements que Paris, qui en fait, sont... ouais, non, mais C'est on voit bien qu'il y a des établissements Non, mais qui quand sont vous très allez- proches géographiquement, avec des compositions sociales tout à fait différentes. Et le Conseil national a regardé ça il y a 2 ans. On voit bien, mais pas seulement à Paris, sur énormément de territoires, il y a déjà aussi une Les ségrégation centres-villes, sans doute, sont souvent favorisés. sociale à régler dans le public. Alors après, évidemment, le privé en rajoute, mais regardons déjà ce qui se passe dans le secteur public. Non, mais qu'on la règle. En tout cas, je peux vous dire que je vais parler un Oui, tout petit oui. peu de ma spécificité. Oui, parce que donc, les classes des préparatoires, c'est vrai que c'est aussi que ça contribue dire que aussi c'est- à la ça- réputation des lycées et des, Non, et des mais c'est collèges. pas ça, c'est que ça peut servir aussi de thermomètre. C'est-à-dire qu'on a vu depuis 3 ans, là, la part des établissements privés d'origine, au niveau baccalauréat, augmenter dans les classes préparatoires les plus prestigieuses. Oui. Ça veut dire que c'est aussi un signe C'est vrai que qu'ils pendant arrivent- longtemps, le privé avait mauvaise presse auprès des classes prépa. Hein. Non. Il valait mieux mauvaise sortir de presse, ça dépend. certains Oui, lycées non, publics mais d'élite. disons que les lycées les plus cotés, effectivement, étaient souvent des établissements publics. Hein, j'entends pour les établissements d'origine. Et que là, maintenant, on voit une montée des établissements privés. Donc, c'est juste un thermomètre, hein, Oui. c'est tout. La formation continue des enseignants, elle est quasi inexistante en France. Oui, Ça, C'est c'est l'un la des grande problèmes. lacune Ah oui. et le grand oublié du Je crois qu'on sera système tous éducatif d'accord. Là, français. il n'y a pas de débat entre nous. je C'est-à-dire pense. qu'on est resté en France dans un paradigme de formation initiale. Hein, c'est-à-dire qu'on pense que, voilà, avant que les gens rentrent dans le privé, dans le métier, il faut les former. Et on est passé vraiment à côté, mais depuis une vingtaine d'années, hein, quelles que soient les mandatures, on est vraiment passé pour l'instant à côté de la formation continue. Donc on voit par exemple la France n'a pas de formation continue obligatoire pour ses enseignants, alors qu'il y a tout un ensemble de pays européens qui ont une formation continue obligatoire. Alors la formation continue, il ne faut pas seulement dire ça, il faut dire quelle formation, une formation de qualité, une formation qui Oui, permet quand même à dans des intervenants qui ne sont pas que de l'éducation nationale, Oui, pour c'est faire ça. entrer On est un quand peu... même dans un pays peu qui a un problème chronique de d'oxygène, enfin, voilà. formation au sens large, qui a d'ailleurs été pointé plusieurs fois par la Cour des comptes. Il y a énormément d'organismes qui existent dont on ne comprend toujours pas quelle est réellement l'utilité. Mais en interne, dans l'éducation nationale, la formation continue, elle est assurée par des personnels de l'éducation Bien sûr. nationale. Et là, par exemple, le pompon, c'est l'application de la réforme du collège, où en termes de formation, parce qu'on introduit des nouveautés quand même dans cette réforme du collège, et que la formation se fait, alors entre guillemets, sur site. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on réunit les professeurs du collège autour d'une table et on les fait échanger sur les nouvelles pratiques. Il y a un inspecteur, dans le meilleur des cas, qui est là pour recueillir la parole. Et tout ça, c'est de la mutualisation d'expériences, des choses comme ça. Et on attend que ça serve de formation au collège. La réforme des rythmes scolaires qui a été tant décriée par certaines communes et certains parents d'élèves, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'elle est rentrée dans les mœurs et qu'elle va porter ses fruits? Elle rentre dans les mœurs de toute façon obligatoirement, j'allais dire, puisqu'elle est là. Mais une fois encore, la réforme des rythmes scolaires, qui est quand même quelque chose qui ne touche absolument pas à l'enseignement dans les écoles primaires, qui touche à ce qu'on va organiser éventuellement, pas partout, de qualité ou pas,
dans les trous qui restent. Oui. Cette réforme des Dans le rythmes scolaires, périscolaire, voilà, dans le Oui, périscolaire, ça va fonctionne pas. faire On n'en grand-chose, parle ça plus va- trop parce qu'on est passé à d'autres sujets Oui, en réalité, oui. mais il y a quand même un mécontentement des parents, des enseignants qui reste très important Désorganise un petit sur peu les la rythmes vie. scolaires. Un dernier mot peut-être. Il y a juste un point, Oui. je pense que s'il faut retenir quelque chose de cette réforme, c'est d'avoir redonné le mercredi matin voilà, de cerveau disponible Mais sans redonner d'heures pour les d'enseignement, apprentissages. Voilà. D'accord. Je pense que ça visait ça. Oui. Après, on s'est finalement concentré sur d'autres choses, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi, etc. Mais on a un mercredi matin, et ça, c'est très important pour les enfants en France. PISA, bon ou mauvais thermomètre en un mot. Je sais que c'est difficile de répondre, mais Bah, Non, pas c'est terrible comme thermomètre. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de notre pays sur les mêmes indicateurs. Ça, c'est effectivement intéressant. Ensuite, le problème, c'est qu'on veut à la fois avoir un thermomètre et un couteau suisse. C'est-à-dire, on veut absolument que PISA nous donne les solutions, Oui, la solution oui. miracle qui va Oui. forcément marcher. Je crois qu'on ne va pas la trouver dans PISA. On peut trouver des éléments intéressants. Alors, les profs ne sont pas assez payés, pas assez formés. Je pense qu'effectivement, ça paraît un élément enfin chacun y relativement trouve aussi ce intéressant. qu'il veut y voir. Voilà, mais effectivement, chacun va voir ce qu'il a envie de voir dans PISA. Et c'est le principal problème. Ce qui est surtout intéressant avec PISA, je pense, c'est de se comparer à des pays comparables. L'Allemagne, l'Angleterre, nos voisins. En fait. Oui. C'est vrai qu'aller voir Oui. du côté de Singapour, Mais pas la République c'est peut-être un dominicaine, peu trop par exemple, exotique. hein. Ouais. Visiblement. Non, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a là une comparaison internationale. Par contre, le Conseil insiste énormément sur le fait que ça ne doit pas être le seul baromètre de l'état de l'école française. C'est-à-dire que pour avancer un diagnostic, il faut voir si, à partir des enquêtes nationales, on retrouve les mêmes constats. Et par exemple, sur les inégalités sociales à l'école, malheureusement, les enquêtes internationales et nationales nous disent qu'il y a un vrai problème en France. C'est corroboré. Merci beaucoup, Nathalie Mons. Merci à tous d'avoir bien voulu participer à ce débat. Merci à Sylvie Bonnet, merci à Marie-Estelle Pêche et à Jean-Rémy Girard. Vous restez avec nous puisque tout de suite, c'est la suite de l'actualité, cette fois vue du net. Un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Un œil sur les médias. Bonjour Karim. Bonjour à tous. L'enquête PISA, toujours très attendue, avec une certaine fébrilité dans les pays de l'OCDE. Une certaine fébrilité, et puis du côté de la Suisse, un brin de révolte. Il suffit de regarder ce site internet, c'est celui du Temps, un journal suisse qui se révolte donc, la Suisse, contre cette enquête PISA. On remet en cause la réalité de ces résultats en soulignant que le passage pour la première fois au test par ordinateur représente un changement radical et ça n'a pas été pris en compte. Les Suisses soulignent aussi qu'on a modifié l'échantillon suisse sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais dans l'ensemble, cette étude a été accueillie avec un brin d'inquiétude. Ici, du côté d'El País, on constate une stagnation du niveau scolaire en Espagne depuis la première édition de l'enquête en 2000. On souligne qu'il y a eu 3 lois sur l'éducation qui ont été promulguées en 15 ans et que ça n'a eu aucun effet, pas plus que la crise. Il n'y a pas d'effet marquant, souligne El País. Autre titre, cette fois-ci, le New York Times, qui évoque les vérités brutales révélées par l'enquête PISA. Ici, c'est les mathématiques, le point faible des élèves aux États-Unis. Un tiers des élèves de 15 ans n'atteignent pas le niveau basique de compétences défini par l'OCDE. Et puis, un peu plus loin, du côté de l'Australie, The Conversation, qui souligne que les résultats ne sont pas bons, en baisse en maths, en sciences, en lecture, des résultats particulièrement disparates. On souligne sur ce site internet australien bien qu'il y a un système éducatif particulièrement inégalitaire. Et finalement, on constate une corrélation forte entre les systèmes les plus performants et une cohésion sociale et une forme d'égalité. En France, le mot qui revient justement, c'est celui-là, inégalité. C'est vrai dans beaucoup de médias. Pourquoi la France demeure-t-elle la championne des inégalités scolaires ? Les origines sociales pèsent plus en France sur la réussite scolaire que dans d'autres pays. Il suffit de regarder ce graphique qu'on retrouvait repris dans un certain nombre de médias. La relation entre performance scolaire et milieu socio-économique en France est l'une des plus marquées en Europe. On le voit ici sur ce graphique. On souligne aussi du côté du Monde cette analyse. Notre école reste pensée pour une élite. Ça fait partie des critiques relayées ici sur le site du Monde. Et puis le point de vue d'un certain nombre de professeurs relayés ici également sur le site du Monde qui se méfient de cette enquête PISA parce qu'ils soulignent que inévitablement les projecteurs sont mis sur l'éducation nationale. Ça dure 3 jours et puis après on en parle beaucoup moins. Ils pointent aussi
du doigt une tendance, celle de l'instrumentalisation politique, chacun se renvoyant la balle. Voici un tweet qui le souligne d'une certaine façon, et la droite qui accuse la gauche, qui accuse la droite, que rien n'a été fait, que tout a empiré, les élèves sont les sacrifiés. Et puis, évidemment, les réactions politiques, il y en avait quelques-unes, celle de Nicolas Dupont-Aignan, qui pointe du doigt la responsabilité de la gauche, tout comme cet internaute. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce que souligne cette journaliste, c'est que les enfants qui ont été évalués sont nés en 2000, ils ont fait leur classe préparatoire en 2006, ils sont entrés en 6e en 2011. Donc Najat Vallaud-Belkacem n'était pas ministre de l'Éducation à ce moment-là. D'ailleurs, sur son compte Twitter, elle a souligné la nécessité de poursuivre la refondation de l'école. Et c'est une première. Elle était aux côtés des experts de l'OCDE pour évoquer justement ces résultats. Et puis finalement, on s'aperçoit aussi qu'il y a les politiques, il y a les réformes, mais il y a aussi les parents qui doivent peut-être faire des efforts. Le site de Marianne évoque cette école dans le 18e arrondissement où on assiste à une fronde contre la mixité. Pour lutter contre la ghettoisation, on cherche à mener une expérimentation pour rapprocher deux collèges. Eh bien, le collège le plus favorisé voit ça plutôt d'un mauvais œil. Merci beaucoup, Karim. Voilà, des réactions déjà. C'était un œil sur les médias. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal.